En 2016, le physicien théorique anglais Stephen Hawking a dit, je cite, « Nous passons beaucoup de temps à étudier l'histoire, qui, soyons honnêtes, est principalement l'histoire de la stupidité. Au Moyen-Âge, les gens mettaient leur foi en des choses que nous savons maintenant être complètement absurdes. Nous allons examiner certaines de ces croyances extravagantes. Les dragons de l'eau. L'ascension des Mongols au cours des XIIe et XIIIe siècles était folle. Au moment de la mort de Gengis Khan, en 1237, l'Empire était 2 fois plus grand que celui gouverné par les Romains, ce qui en fait le plus grand de l'histoire. Les Mongols croyaient en des tactiques de guerre impitoyables, et étaient assez astucieux pour utiliser un système de relais de courrier pour le transfert rapide de messages écrits. C'était leur intelligence et leur organisation qui leur ont permis de conquérir leurs nombreux ennemis. Mais ils avaient aussi une autre croyance. L'eau était sacrée pour eux, et parce que le dragon était considéré comme le roi de l'eau, cela signifiait qu'il était en charge des cycles de l'eau. Ainsi, se baigner ou laver des vêtements dans une rivière ou un ruisseau montrait un grand manque de respect et contaminait l'eau, ce qui mettait le dragon en colère. Cela impliquait que l'hygiène des Mongols était insatisfaisante, car l'absence de bain et de lavage de vêtements engendre une forte odeur. Chers spectateurs, si vous retenez une chose de cette vidéo, lavez-vous. L'explorateur franciscain flamand Guillaume de Rebrecht a noté que les Mongols craignaient que les dieux n'envoient une tempête pour détruire leur maison s'ils utilisèrent de l'eau propre pour laver les vêtements. Il a dit, je cite, « Ils craignent extraordinairement le tonnerre, et quand ils tonnent, ils feront sortir de leur demeure tous les étrangers, s'envelopperont de feutre noir et se cacheront ainsi jusqu'à ce qu'il soit passé. » Et bien que Rubrek ait été choqué de voir les hommes vider leurs intestins et se soulager en public, il a remarqué qu'ils étaient très prudents pour ne pas uriner près d'une source d'eau. Gengis Khan avait dicté que cette forme de pollution de l'eau était punissable de mort. Même une éclaboussure accidentelle entraînerait une lourde amende et le nettoyage rituel de la maison de l'offenseur. Les armées mongoles consommaient beaucoup de viande, notamment du mouton, de l'agneau, du loup, du cheval, et parfois, en cas de désespoir, des humains. Après le repas, ils essuyaient la graisse de leurs mains sur leurs vêtements, exacerbant leur mauvaise odeur. Cette répugnance pour le lavage impliquait le port de vêtements jusqu'à leur pourriture sur le corps. Ils étaient fiers de leur puanteur. Des historiens pensent que c'était ce qu'un ennemi remarquait d'abord, avant l'arrivée de la horde mongole. Si un guerrier avait la chance de recevoir la cape d'un grand khan, il se considérerait fier, car il porterait maintenant l'odeur de ce khan. L'utérus errant. Le thymé était le seul travail du philosophe grec Platon disponible en Europe occidentale pendant le Moyen-Âge. Platon, comme Hippocrate, était bien considéré par les médiévaux, mais il avait des idées étranges sur le corps d'une femme, croyant que l'utérus avait peur de ne pas pouvoir porter d'enfant. Il pensait que si l'utérus restait, je cite, « sans enfant pendant trop longtemps, il devenait vexé et tombait malade. » On croyait donc que l'utérus se promenait dans le corps comme une sorte d'animal affamé à la recherche de sperme. S'il évoluait mal, il pourrait, je cite, « obstruer les voies respiratoires et causer mal de gorge, toux ou perte de voix. » S'il se perdait sous les côtes, alors il pouvait provoquer un essoufflement, une douleur thoracique ou une indigestion. Il semblerait que l'utérus errant puisse être tenu responsable de toute maladie affectant une femme. La maladie est devenue connue sous le nom de suffocation de l'utérus, et les traitements variaient des baumes et potions au Pesser. Mais au XIe siècle, le remède ultime pour l'utérus avide de sperme était le mariage, les rapports sexuels et la grossesse, bien qu'un massage génital puisse être utilisé comme substitut pour les femmes non mariées et les religieuses. Les médecins médiévaux n'aimaient cependant pas suggérer ce traitement, de peur qu'on leur demande de réaliser eux-mêmes le remède, préférant plutôt confier la tâche aux sages-femmes. Au XIIe siècle en Europe, si les traitements habituels ne fonctionnaient pas, alors des forces surnaturelles telles que les démons et le diable lui-même étaient accusées de tout comportement hystérique féminin soi-disant. Toute femme souffrant de dépression, célibataire, âgée ou simplement perçue comme difficile, risquait d'être considérée comme possédée ou maudite par une sorcière. Pécher ou ne pas pécher. Concernant la grossesse, ils avaient un nouvel ensemble de règles. L'Église catholique pensait qu'il était nécessaire qu'une femme atteigne l'orgasme pour concevoir. Selon Galien, la libération des semences masculines et féminines était nécessaire pour la conception. Mais selon l'Église, avoir des relations sexuelles pour le plaisir était un péché mortel, ce qui signifie qu'une femme n'était pas censée vraiment en profiter, mais qu'elle devait vraiment en profiter. L'océan céleste. L'avocat et clerc anglais Gervase de Tilbury a écrit son encyclopédie Récréation pour un empereur au début du XIIIe siècle, pour son patron l'empereur romain germanique Otto de Brunswick.
Il y affirmait sa croyance que, je cite, « la mer était plus haute que la terre ». S'appuyant sur le premier livre de la Bible, qui parlait d'une vaste étendue d'eau au-dessus du ciel, Gervase a dit que la mer était soit dans l'air, soit sur l'air. Pour étayer sa théorie, il a cité un exemple d'un village anglais. Un jour, les villageois sortant de l'église remarquèrent une ancre fixée à une tombe. Elle était attachée à une corde qui était tendue, s'étirant jusqu'aux nuages au-dessus. Ils ont été choqués de voir la corde bouger, comme si quelqu'un essayait de la décrocher de la pierre tombale. Elle ne pouvait être déplacée, des voix se faisaient entendre d'en haut et un homme descendait la corde. Alors qu'un des villageois le saisissait, il est mort, car comme le dit Gervais, il était, je cite, « suffoqué par l'humidité de notre air dense, comme s'il se noyait en mer. » Finalement, la corde fut coupée d'en haut et le navire s'éloigna, le bruit des marins n'étant plus audible. Dans une autre histoire, un marchand a accidentellement laissé tomber son couteau en mer. À ce moment précis, sa femme fut étonnée de voir le même couteau tomber par une fenêtre ouverte à la maison du marchand à Bristol. La peste noire. Avec l'arrivée de la peste noire qui a éliminé jusqu'à un tiers de la population européenne, il n'est pas difficile d'imaginer les survivants cherchant quelqu'un ou quelque chose à blâmer. C'était tout le cauchemar de la peste du XIVe siècle. Personne ne connaissait la cause, donc nul ne savait comment éviter l'infection. Les meilleurs esprits de l'Université de Paris ont accusé les tremblements de terre et l'alignement des planètes. Cela aurait causé des tempêtes propageant la peste libérée par les tremblements de terre sur Terre. Bien sûr, les notions académiques échappaient aux gens ordinaires. Pour eux, la peste était simplement une punition divine, signe que la fin des jours était proche. Une croyance célèbre sur la propagation de la maladie provenait d'Autriche. La Vierge de la peste, ou Pestjungfrau, survolait la terre, entourée d'une flamme bleue, diffusant sa maladie. En Scandinavie, elle émanait d'un mort et contaminait quiconque alentour. En Lituanie, elle laissait entrer la peste en agitant un foulard rouge mortel à travers la porte ou la fenêtre d'une maison. Un jour, un brave villageois l'a attendu et lui a coupé le bras en pleine action. Malgré sa mort, le village a été épargné, le foulard rouge exposé en relique dans l'église. Physionomie. Nous avons tous entendu l'expression « ne jugez pas un livre par sa couverture ». Eh bien, cette philosophie médiévale était l'opposé. La théorie de la physiognomonie est populaire depuis l'époque romaine et le Moyen-Âge. C'est l'idée que les caractéristiques physiques d'une personne peuvent être étudiées afin de déterminer leur personnalité, leurs émotions et leur caractère mental. Selon cette croyance, un homme poilu serait grincheux, une personne avec des hanches poilues, lubrique. Quelqu'un avec un nez épais et proéminent serait considéré comme insensible, tout comme un cochon, tandis qu'un nez pointu appartiendrait à quelqu'un susceptible d'être vif, comme un chien. Et les médiévaux tenaient cette pratique en haute estime. Michael Scott, un érudit à la cour de l'empereur romain germanique Frédéric II, a promu l'usage de la physiognomonie, sans être apparenté. Il a dit à l'empereur que cela aiderait à distinguer le bien du mal. Encore aujourd'hui, les méchants sont souvent dépeints avec des cicatrices et défigurés. Il suffit de regarder des psychopathes comme Voldemort des livres Harry Potter avec ses traits de serpent, ou le Joker des comics Batman avec son visage défiguré pour comprendre d'où venaient les médiévaux. Pour eux, l'apparence du corps pouvait révéler la nature de l'âme de quelqu'un. Les médiévaux classaient la physiognomonie au même niveau que l'interprétation des rêves, la magie et l'alchimie, après la médecine et l'astrologie. On pensait aussi que cela pourrait aider les médecins à poser un diagnostic en se basant sur les caractéristiques corporelles telles que la couleur d'une personne malade, sa démarche, la forme de son nez ou de ses oreilles. Les castors et les abeilles. N'ayant pas d'internet ou d'encyclopédie, les médiévaux se trompaient souvent complètement. Évidemment, la propagation de la superstition et l'acceptation de récits étranges et incroyables comme faits n'aidèrent pas. Certaines histoires impliquant des animaux et des insectes, comme les abeilles, supposaient naître de carcasses de bétail mort. Elles semblaient en surgir spontanément de vers formés dans les carcasses de bœufs en décomposition. On croyait aussi que les abeilles avaient un roi qui les gouvernait et qu'elles se battaient contre d'autres abeilles. Elles avaient des lois et des malfaiteurs, et se punissaient même en commettant une forme de suicide kamikaze par dard. Ironiquement, on pensait aussi qu'elles étaient une sorte de petit oiseau, un oiseau qui commençait sa vie en tant que ver. Les castors étaient en fait perçus comme une sorte de poisson.
Les nombreux jours de jeûne chrétien, où seule la consommation de poissons était autorisée, n'étaient pas de bon augure pour le castor. Pire, les testicules des castors étaient vus comme un ingrédient précieux en médecine. On pensait que si le castor était piégé par un chasseur et incapable de s'échapper, il se castrerait lui-même en mordant ses propres bijoux de famille et en les jetant à son poursuivant. Ainsi, en abandonnant sa virilité poilue, le castor pourrait partir, et si poursuivi de nouveau, il pourrait montrer aux chasseurs qu'ils gaspillent leur temps en levant simplement la patte. Cette vidéo devrait vous enseigner principalement la méthode d'évasion du castor. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. Espérons que vous avez aimé. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.